leurs caractéristiques. Donc il y a les référentiels, notamment de la PGCSI, qui viennent préciser toutes ces notions. Et ce qu'il faut retenir, c'est que pour qu'une personne physique ou une personne morale accède à des données de santé, à des services numériques, eh bien, ça requiert d'avoir une carte, une ICPS, un certificat pour les personnes morales conforme à un certain nombre de caractéristiques et qui sont délivrés pour autant que le professionnel ou la structure soit enregistré dans des référentiels nationaux. Donc en fait, on parle de RPPS et FINES concrètement. Je peux avoir une carte conforme à tous les textes qu'on a cités, pour autant que je sois dans le RPPS. Je peux déployer du certificat pour accéder à l'INS, par exemple, pour autant que j'ai été enregistré dans FINES. Bon, ça, c'est la cible. On n'y est pas encore, il y a un peu de travail. Mais voilà, c'est ça le résumé. Donc, tout ça vient clarifier et renforcer le paysage. Alors tout à fait, on ne peut pas parler d'authentification sans identification parce que tous ces moyens d'identification électronique, que ce soit carte, e-carte ou certificat, en fait se basent sur un enregistrement solide par nos autorités d'enregistrement donc ces données sont bien recensées dans un référentiel. Par exemple, vous pouvez voir pour les personnes physiques, l'un professionnel, donc il y a les ordres qui enregistrent les médecins, pharmaciens, etc. Les ARS enregistrent les professionnels ADELI qui vont bientôt basculer dans la PPS. Et puis, pour les professionnels caractérisés par leur rôle, c'est les employés qui les enregistrent futurement dans le portail APPS+. Alors, tout ça sont agrégés dans le référentiel d'identification de personnes physiques, APPS. De même manière, donc les structures sont enregistrées dans le référentiel FINES. Tout ça, centralisé par Annuaire Santé, donc national, qui est vraiment la référence des acteurs dans le secteur de la santé. Par la suite, donc c'est en appuyant sur cet annuaire national, on peut distribuer des cartes, des e-cartes et des certificats. Voilà, donc ça c'est des slides que certains d'entre vous ont sûrement déjà vus. Ça fait un moment qu'on les utilise. Donc un rappel sur les professionnels personnes physiques. Il y a bien deux grandes catégories. Il y a la catégorie, on peut dire, historique qui est tous les professionnels qui sont dans l'annuaire parce qu'ils ont fait l'objet d'une vérification par une autorité compétente qui est la condition pour l'exercice de la profession. Donc médecins, orthophonistes, voilà, qui vous voulez, les psychologues. Donc je suis dans l'annuaire parce que j'ai fait vérifier mes diplômes et un certain nombre de formalités pour exercer la profession. C'est des obligations fixées par les codes, bien sûr, santé publique et action sociale et famille. Et là, je suis enregistré, autorité compétente, ça va être l'ordre ou l'ARS selon les cas. Ce qui est nouveau, entre guillemets, ça fait un moment qu'on le prépare, c'est l'extension. Donc, où là, la logique, c'est je suis dans l'annuaire parce que j'ai besoin d'une identité électronique. Et donc, là où un médecin, il est médecin, quelle que soit sa situation, pour la partie en bleu, c'est plutôt j'ai des droits d'accès le temps que dure un contrat de travail, que dure une modalité d'intervention qui justifie que j'ai accès à des dossiers patients, à des dossiers usagers. Et là, le schéma qu'on a préconisé et qu'on est en train de mettre en œuvre, c'est qu'en général, c'est l'employeur qui aura la responsabilité de faire l'enregistrement, c'est-à-dire je vérifie l'identité et je m'engage sur le fait que cette personne est bien éducateur spécialisé dans mon établissement. Et à ce titre, il peut bénéficier d'un moyen d'identification électronique pour accéder au dossier usager, par exemple. Voilà. On a cité d'autres AE potentiels, mais c'est surtout l'employeur. Les autres, ce sera la roue de secours, si vous me passez l'expression, pour les cas notamment de petits employeurs, peut-être pas assez structurés pour assumer cette responsabilité.
Alors, en termes de projet, donc sur cette partie renforcement ou élargissement de référentiel, nous avons le projet EPARS, donc qui consiste à basculer les professionnels ADELI demain dans le APPS. En termes de planning, il y aura 3 lots qui se profilent. Le premier lot, ce serait pour les assistants de services sociaux et des assistants dentaires. Donc, ça consiste à peu près, pardon, cinquantaine de mille de personnes. Et puis, deuxième lot, ce seront les professionnels, enfin, le reste, on va dire, par contre, hors professionnels d'appareillage et d'usage de titres. Le dernier lot, ce serait vraiment les professionnels qui fournissent les appareillages, par exemple les opticiens, les autoprothésistes et les 4 usages des titres. Donc ça va se passer plutôt à partir de la fin d'année et courant 2023. Alors, deuxième projet, c'est le projet APPS+. Donc, ça consiste à enregistrer les professionnels à rôle dans le portail APPS+. Quelle est la valeur ajoutée de cet enregistrement, sachant que ces professionnels n'ont pas l'obligation d'être enregistrés pour exercer. L'idée, c'est vraiment de permettre d'avoir un identifiant reconnu donc par le référentiel national. Et derrière, ça peut leur permettre d'activer une ICPS, ça peut leur permettre d'avoir une messagerie, pas de messagerie nominatif, et accéder bien sûr aux X services numériques en santé. Par exemple, la matrice TMP est en cours d'élaboration pour ajouter justement les habilitations pour ces nouveaux professionnels du médico-social. Le fait d'enregistrer donc dans la PPS, ces professionnels pourront accéder à terme au TMP. Alors voilà, en termes de planning, expérimentation a eu lieu donc en 2021, depuis avril 2021. En ce moment, nous sommes en train de tirer les leçons de cette expérimentation et faire évoluer le portail pour que ça puisse être déployé de façon massive. La généralisation, ce qu'on prévoit aujourd'hui, c'est à partir de l'été 2022, on va dire en septembre, peut-être en plus grande échelle. Voilà. Alors, autre sujet, certains d'entre vous le savent peut-être, mais l'ANS récupère depuis cette année, depuis fin janvier, la gestion opérationnelle du fichier FINES, donc qui, de toute éternité, si je puis dire, était géré au ministère, à l'adresse, qui s'occupe de statistiques. Voilà, et donc la grosse évolution, c'est que maintenant, c'est plutôt la DNS qui va piloter d'un point de vue stratégique et l'ANS qui va s'occuper de la gestion opérationnelle, tant dans les dimensions techniques que métiers. Alors, bon, il y a plein d'attentes autour du FINES, notamment on a vu arriver des nouveaux besoins en lien avec la crise Covid, évidemment. Il y a aussi, là où jusqu'ici c'était essentiellement un outil de régulation et un outil de statistique, qui permettait de suivre le déploiement des politiques publiques. Il y a maintenant la dimension numérique, en lien avec l'ordonnance dont on parlait tout à l'heure, qui est en train de monter, d'émerger. Voilà, donc c'est plutôt, bon, je ne vais pas dire que c'est une bonne idée, mais enfin, en tout cas, c'est pas mal que ça atterrisse à l'ANS, Agence du numérique en santé. On va se donner les moyens, alors d'une part bien sûr, de continuer à faire fonctionner le FINES, ça c'est non négociable parce qu'il y a beaucoup d'usages du fichier. Et puis d'autre part, on va lancer une refonte. On a lancé déjà une refonte du FINES et il y aura à partir de fin 2023 un nouveau FINES avec pas mal d'ambitions, notamment le fait de pouvoir élargir le périmètre, enregistrer des nouvelles catégories de structures, donc ce serait le FINES+, si vous voulez, et d'autre part permettre que les établissements soient acteurs de leur enregistrement ou de la tenue à jour des données qui les concernent.
Et puis il y a un sujet bien sûr sur la mise à disposition des données, puisque l'ANS va donc gérer le RPPS, le FINES, et on est aussi en train de faire le ROR national. Donc évidemment, c'est l'opportunité de permettre une exposition de ces données modernisée, cohérente. Voilà. Donc c'est un peu du moyen terme, mais on pense que c'est une proposition de valeur pour les prochaines années qui sera importante. Alors après, donc toutes ces données qui sont agrégées dans le référentiel, que ce soit le côté personne physique ou personne morale, il faut les publier pour que tout l'écosystème puisse profiter de ce beau référentiel. Donc l'ANS a construit et mis à disposition en fait des services de publication des données de l'annuaire santé. Historiquement, nous avons deux services. Donc, il y a le site santé, il y a le site annuairesanté.fr qui permet de faire une recherche plutôt via un IHM. Il y a aussi le service d'extraction, que ce soit téléchargeable sur le site ou bien via un web service. Tous ces services, en fait, sont déjà opérationnels depuis 2016. Nous avons fait évoluer bien sûr les extractions, donc il y a des nouveautés, on va dire chaque année. Ce dernière nouveauté, donc c'est plutôt un nouveau service en API, donc de façon synchrone. Ça permet de comment dire mettre à jour les annuaires locaux plus facilement pour les acteurs de terrain. Par exemple, vous pouvez utiliser en fait l'API, ce nouveau service qui met à jour votre annuaire, entre deux dates. S'il y a des données qui sont bougées, vous pouvez uniquement télécharger ces données-là. Vous pouvez aussi faire des interrogations unitaires, donc en temps réel. Et puis bien sûr, l'offre classique de l'ensemble de données, c'est toujours prévu dans ce nouveau service. Et un des nouveautés aussi pour ce futur web service, c'est que en fait, il serait sous la norme internationale de FHIR, donc interopérabilité, et devient vraiment le cœur du sujet. On permet d'avoir des évolutions en fait sur ce nouveau web service qui pourrait à terme répondre à beaucoup plus de besoins. N'hésitez pas à s'intéresser, à devenir nos early adopters et faire évoluer ce futur API FHIR. Très grosse évolution, hein. Donc on modernise complètement notre logique de publication. Voilà, alors après l'identification vient l'authentification, hein, comme voilà. Ouais. Notamment dans le cadre du Ségur, il y a bien sûr des besoins qui sont en forte croissance. L'accès aux téléservices de l'INS, l'alimentation du DMP ou de mon espace santé si vous préférez. Donc il y a par ailleurs dans le paysage ProSanté Connect, hein, les services sensibles doivent se connecter à ProSanté Connect. Et donc pour les professionnels, personnes physiques, on trouve des cartes, ça c'est un moyen bien installé depuis longtemps. Hein. Et puis la carte sur mobile, la ICPS. Et puis d'autre part, pour les personnes morales, c'est du certificat pour signature et authentification principalement. Voilà, donc pour lesquels on est au début d'un déploiement assez massif dans le cadre du Ségur et pour l'alimentation du DMP et pour l'accès aux téléservices INS. Alors sur la partie carte CPX, donc c'est vraiment un service historique. Hein. Vous connaissez, je pense que la plupart d'entre vous connaissent la carte CPS pour les professionnels, CPE pour les établissements, personnes en établissement. Alors les usages deviennent vraiment multiples.
L'usage historique, c'est en fait la carte CPS pour les professionnels libéraux. Ça leur permet de transmettre les feuilles de soins électroniques. Après, donc, il y a d'autres usages qui se sont développés au cours de ces dernières dizaines d'années, on va dire. Aujourd'hui, donc, on peut utiliser les cartes pour accéder à tout type de services numériques en santé, avec une implémentation soit donc la couche hautante classique, soit avec le ProSanté Connect qui est opérationnel depuis 2-3 ans. Alors il y a des établissements de santé qui utilisent les cartes CPX qui leur permet de sécuriser aussi les accès physiques. Une carte pour tout. Donc, accès au SI, accès aux locaux, accès aux restaurants, parking, etc. Même à la PHP, je pense que vous avez remarqué, les professionnels, ils portent vraiment leur badge avec eux pour afficher en fait leur identité. Alors l'ANS, du coup, on est en train de réfléchir, est-ce qu'on peut élargir l'offre de CPX à tout l'écosystème pour ceux qui en ont vraiment besoin. Et en même temps, on essaie de rationaliser en fait aussi les nombres de cartes qui sont déployées déjà aujourd'hui sur le terrain, mais qui sont un peu disproportionnés dans certains établissements qui ne gèrent pas super bien en fait le turnover de leurs employés. Les cartes sont gratuites pour les établissements, pour l'écosystème, enfin pour tout professionnel. Par contre, c'est de l'argent public, donc on se soucie quand même de ce dépense. Voilà. Un côté, on essaie de répondre aux besoins. L'autre côté, il faut qu'on fasse quand même attention à cette dépense sur les cartes qui sont inutiles. Ah, c'est pas anecdotique, mais par exemple, il y a un hôpital dont je ne donnerai pas le nom, bien sûr, qui a à peu près 6000 salariés, donc c'est plutôt un gros centre hospitalier. Et ils ont 17 000 cartes CPE, dont pas mal de 2 fois la carte avec le même nom. Bon, donc voilà, on va se rapprocher d'eux, bien sûr, pour rationaliser tout ça. Non, par ailleurs, ce qu'on s'en monté, c'est des hôpitaux qui, en lien avec les nouveaux référentiels de la PGSSI, d'identification, se posent peut-être plus qu'avant la question d'adopter la CPS et la CPX comme badge d'établissement, on peut dire, comme moyen d'accès. Ça, on a été sollicité, j'ai envie de dire, dans les derniers mois, plus que d'habitude sur ce point-là. Bon, ça, on n'y voit pas encore assez clair pour en tirer des conclusions. Bon, la ICPS, c'est plus complètement nouveau. Je pense que vous avez déjà eu pas mal d'infos dessus. C'est vraiment l'équivalent de la CPS en termes de sécurité, en termes de valeur probante de l'identité professionnelle, de la carte physique. Donc, ça peut être accessible, soit je peux activer ma ICPS avec ma carte. La carte permet d'avoir confiance pour enregistrer le mobile. Soit on peut utiliser les données mail et mobile personnelles du professionnel afin de communiquer des secrets en fait, aux professionnels. Donc ça reste de facteurs en fait. Le déploiement en cours assez fort. Alors ça a été beaucoup sur les SI liés au Covid, mais voilà, ça commence à monter. Des obligations, je reviens au service numérique dit sensible, tel que défini par la PGSSI, sont censés en 2023 implémenter le ProSanté Connect, donc se rendre accessible à la ICPS. Il y a bien sûr la dimension de mobilité. Si c'est sur un mobile, je peux m'en servir en mobilité. Et voilà, progressivement, de plus en plus de services, alors pas encore le DMP, certes, mais ça va venir, sont accessibles avec ProSanté Connect. Juste un bref rappel, ProSanté Connect, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois c'est une offre vis-à-vis des porteurs de services, on s'occupe de l'authentification pour vous, et puis c'est une offre à destination des professionnels. J'ai une CPS ou une ICPS et je peux me connecter à plusieurs services. Donc basé sur des standards bien sûr,
Et la cinématique, c'est j'ai ma carte ou ma ICPS, je vais sur un site qui me propose, qui me donne l'accès via ProSanté Connect. Et la demande d'authentification, en fait, est redirigée vers ce qu'on appelle le fournisseur d'identité, c'est-à-dire c'est notre service ProSanté Connect, qui réalise la séquence d'authentification avec moi. Et ça permet de renvoyer au service un jeton qui dit l'authentification est réussie, ou ratée d'ailleurs. Enfin, elle est réussie, et quand elle est réussie, ça permet de convoyer aussi mon identifiant, ma profession et un certain nombre de données métiers que le service peut utiliser pour ses habilitations. Bon. Tout ça n'est pas très nouveau, donc j'insiste pas. Alors, il y a le deuxième volet d'authentification, c'est pour les personnes morales. Donc, les certificats. Donc, les certificats logiciels permettent de sécuriser les échanges entre les systèmes d'information, par exemple pour alimentation DMP depuis un établissement de santé, ou bien interroger le téléservice INSI. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de certificats qui sont déjà déployés sur le terrain. Demain, pour répondre aux exigences sécures, hein, donc les services socles, notamment le DMP et INSI, pour déployer ces services, en fait, les structures n'ont besoin d'utiliser un certificat. Alors, la carte, bien sûr, ça marche, mais bon, pour favoriser vraiment l'utilisation, on peut déployer un certificat qui est utilisé une seule fois pour l'ensemble des professionnels qui travaillent dans cet établissement. Donc, c'est quand même une valeur ajoutée. Or, on a relevé des difficultés sur le terrain. Et on a entendu en fait ces difficultés, on a analysé et nous avons fait certains travaux avec le ministère de la Santé et de la DNS notamment, et aussi la CNAM, pour faciliter vraiment le déploiement de certificats et donc derrière qui favorise le déploiement de services socles sécures. Le grand principe de la nouvelle doctrine, c'est en fait le certificat doit être porté par une personne morale au niveau vraiment entité juridique. Surtout pour les SI mutualisés, c'est-à-dire si on a un site géographique mais qui utilise le même système d'information, il n'est pas nécessaire d'implémenter un certificat au niveau géographique, mais un seul certificat sous la finesse entité juridique suffit. Alors, le deuxième grand point, c'est comme le certificat doit être porté au niveau entité juridique, en conséquence, on ne peut pas se contenter d'un seul certificat pour un GHT, parce que le GHT, en fait, contient plusieurs personnes morales. Ça ne marche pas non plus pour un groupement de sociétés ou un groupement d'organismes gestionnaires dans le médico-social. Vraiment, chaque personne morale doit commenter son propre certificat. Ça engage vraiment leur responsabilité au niveau juridique. Alors, troisième grand principe, c'est les certificats du type organisationnel. Donc, peut être implémenté pour multi-usages. Un certificat que vous utilisez pour alimentation du DMP, demain, vous pouvez l'utiliser aussi pour d'autres services, par exemple Futur Aurore, ou bien sécuriser l'échange entre le logiciel métier et l'opérateur tiers. Donc ça, il y a un référentiel qui vient de sortir. Et puis le dernier grand principe, c'est que bien sûr avec une délégation, donc vous pouvez laisser la gestion de vos certificats par un tiers, notamment un éditeur. Dans le secteur public, les professionnels n'ont pas de compétences techniques, du coup ils s'appuient plutôt sur leur éditeur. C'est l'éditeur qui doit prendre la responsable de gestion de certificats vraiment à part entière. Donc, à la fois obtention, l'installation et aussi gérer le cycle de vie, parce que le certificat
est valable tous les 3 ans, valable 3 ans. Donc chaque 3 ans, il faut vraiment renouveler le certificat pour pas que le service soit interrompu, bien sûr. Alors, par rapport à cette nouvelle doctrine, nous avons produit des guides vraiment spécifiques à chaque couloir. Ce serait bientôt mis en disposition donc à tout l'écosystème. Ce sera publié sur le site de e-santé.group.fr sur les pages de chaque couloir Sécure. Donc voilà, on a mis un petit récapitulatif de quel type de structure doit commander tel type de certificat. Tout ça sera détaillé bien sûr dans le guide. Donc voilà, ça c'est un peu la nouveauté de cette année sur la partie obtention de certificat auprès de l'ANS. Ah, ça a l'air compliqué quand on voit le tableau, mais croyez-moi, quand on voit où on en était il y a 1 an, où il y avait une règle qui était un site, un certificat pour le DMP, un certificat pour quelque usage que ce soit. Il y a eu un gros effort en fait. Alors bien sûr, on s'est basé sur les couloirs Ségur, parce qu'à chaque fois on s'adresse à un panel d'établissements, d'organismes, d'éditeurs qui seront partie prenante. Donc ce sera très pédagogique, on l'espère en tout cas. Et ça n'a pas l'air, mais c'est une grosse simplification qu'on est en train de réussir parce qu'on va avoir des gros volumes quand même. Les officines, il y en a 20 000, enfin 21 000. Les établissements médico-sociaux, il y a 40 000 sites, mais en fait c'est une quinzaine de milliers de personnes morales. Vous voyez tout de suite l'écart d'échelle. Je passe de 40 000 certificats à 15 000, c'est déjà un gain appréciable. Voilà. Bon, il y aura bien sûr de l'actualité là-dessus dans les semaines et les mois qui viennent. Voilà. Peut-être un dernier mot sur les bonnes pratiques vraiment pour l'utilisation de certificats vis-à-vis de l'alimentation TMP, parce que c'est une question qui se pose beaucoup par les régions, par les structures. Actuellement, tous ceux qui alimentent déjà le TMP ou réaliser un paramétrage pour en fait répondre à cette contrôle strict qui est exigé dans la SITMP, d'utiliser en fait le numéro identité de la structure qui est dans le certificat, que ça soit égal en fait les identifiants côté données métiers. Donc demain, quand vous utilisez un certificat juridique, il faut continuer ce paramétrage pour que en fait, ces 2 numéros soient identiques. Alors, à terme, la CNAM évolue cette règle de contrôle pour vraiment en fait, séparer ce côté usage de certificat par rapport à ce côté usage, pilotage, traçabilité vraiment propre au TMP. Donc, à terme, on pourrait utiliser un certificat juridique, donc au niveau vraiment DSI central. Et ensuite, pour l'alimentation du TMP, on peut se permettre d'aller dans le maille géographique pour remonter en fait tous les données métiers du TMP dans le pilotage du SI TMP. Donc voilà, ces 2 volets, ce serait vraiment séparé. Donc un côté le certificat, l'autre côté donc les données métiers qui permettent de piloter le TMP. Demain après-midi, la CNAM fait un webinaire sur ce sujet, donc n'hésitez pas à participer, on va repréciser tout ça. On a le plaisir d'accueillir Choukria Kalaki qui va nous donner le point de vue d'un grade, donc d'un acteur régional, sur ces sujets d'identification. Alors, juste avant de commencer, parce que je ne sais pas si tout le monde ici connaît les grades, donc le grade de groupe régional d'appui au développement de la e-santé, donc on est le référent local et privilégié au niveau région sur l'ensemble des sujets de la e-santé. On accompagne les professionnels de santé sur l'ensemble en fait, de leurs projets de santé numérique pour mettre en place des services numériques nationaux ou régionaux ou locaux dans leurs établissements. Donc on intervient sur plusieurs thématiques, donc notamment les outils d'orientation patients usagers, de coordination des dossiers patients usagers, les thématiques, les outils de télémédecine, télésanté maintenant, je dirais télésanté et imagerie, ou encore sur les outils de tout ce qui est système d'information d'urgence.
Par exemple, en Occitanie, donc, on a un portail e-santé-Occitanie qui permet, en fait, avec un accès professionnel, qui leur permet d'arriver en fait, sur les différentes applications, les services numériques régionaux ou nationaux en fait, qui sont référencés dans notre kiosque d'applications. Dans ce cadre-là, on va les accompagner en fait, sur l'ensemble d'utilisation métier de ces outils, mais aussi sur l'ensemble, en fait, ce que vous voyez, en fait, donc c'est le bouquet, on va dire, de services numériques qui repose sur un certain nombre de services socles ou référentiels socles. Donc on va les accompagner pour la mise en place de l'ensemble en fait, de ces services socles ou référentiels socles, notamment l'INS, le DMP, mais particulièrement par rapport à ce sujet-là, donc tout ce qui est interopérabilité, adossement au référentiel d'identification des acteurs, personnes morales, personnes physiques, donc le RPPS, le FINES, etc. Donc je vais continuer. Donc juste pour reprendre du coup la maison de santé qui était dans Ma Santé 2022 que la plupart parmi vous connaissent très bien, pour repositionner en fait repositionner les services référentiels de données socles. Donc on a le RPPS+, FINES+, le ROR, donc le répertoire opérationnel des ressources. Donc moi particulièrement en région, donc j'interviens particulièrement sur l'ensemble de ces référentiels-là. Avec plusieurs casquettes. Donc une première casquette en tant que responsable des référentiels données sur les services numériques régionaux qu'on déploie. Donc notamment, on a une solution en fait tout ce qui est les moyens d'identification des acteurs. Donc on propose un fournisseur d'identité régionale pour compléter le fournisseur d'identité nationale qui est le ProSanté Connect. Et donc, on travaille sur toutes les interactions entre ces outils-là d'identification des acteurs pour mettre en place des moyens d'identification fortes qui reposent sur le référentiel RPPS+, enfin RPPS, le FINES, etc. Donc, j'accompagne également en fait l'ensemble des projets de déploiement de la MSS Santé, des outils de coordination ou de coordination. La mise en place en ce moment en fait du coup des différentes interopérabilités au DMP et on essaie d'anticiper donc ce qui a été présenté par Marc et Yaronge avant dans la doctrine nationale par rapport en fait l'évolution du RPPS+ pour gérer l'accès au DMP. Donc en fait on essaye d'anticiper tous ces travaux dans nos services régionaux qu'on propose aux professionnels, mais également on accompagne l'ensemble des professionnels de santé, donc qu'ils soient dans les établissements sanitaires, médico-social, ou les professionnels libéraux également. Donc juste pour vous présenter un petit peu de manière concrète en fait ce qu'on fait sur ces sujets en région en Occitanie. Donc là pour matérialiser un petit peu ici c'est notre portail qui permet en fait d'avoir un accès à l'ensemble de nos services numériques, donc particulièrement notre outil en fait de e-parcours sur la coordination des parcours qui s'appelle Spico, ou notre outil Téléo sur la partie télémédecine et imagerie. On a d'autres services numériques aussi régionaux. Donc tous ces services-là, ils sont raccordés à la fois via notre portail à ProSanté Connect, le fournisseur d'identité nationale, mais également à ce qu'on appelle le PASS, notre portail d'accès aux services de santé, qui est notre fournisseur d'identité régionale. Donc comment ça s'articule tout ça ? Donc le professionnel, quand il arrive et se connecte sur notre portail, il a le choix, soit il a une carte, il est porteur de carte de la famille CPX, et donc il peut directement utiliser ProSanté Connect. Donc ça nous fait gagner, on fait un auto-enrôlement et nos services derrière. Donc il y a souvent aussi des auto-habilitations qui sont prédéfinies pour qu'il ait un premier niveau en fait d'accès. Et ensuite en fonction des profils, donc il y a des habilitations qui peuvent être affinées plus tard.
Donc notre objectif, c'est vraiment simplifier l'accès à ces services-là, qu'ils soient nationaux ou régionaux, à l'utilisateur. Donc s'appuyer un maximum sur le ProSanté Connect. Et pour l'ensemble pour les autres professionnels aujourd'hui, donc on l'a vu, mais qui vont arriver petit à petit dans le RPPS+, donc tous les professionnels qui ne sont pas aujourd'hui RPPS ni ADELI, donc ils ont une identité régionale, donc on gère dans notre référentiel régional centralisé. Donc notre référentiel régional, donc il va centraliser l'ensemble des données des référentiels nationaux, donc notamment le FINES, mais on va compléter pour les personnes morales avec le SIREN. Il y a aussi le RNA aussi, on s'appuie dessus pour tout ce qui est association. Et on va rajouter, donc on va s'adosser au RPPS et au SI des cartes, donc le SI CPX. Donc, ce qui nous permet en fait d'avoir des contrôles d'identité sur des données qui sont déjà certifiées et validées par les autorités d'enregistrement. Donc ensuite, nous, on gère au niveau régional en fait l'ensemble des acteurs régionaux qui ne sont pas dans ces acteurs, et ça nous permet de proposer justement à l'utilisateur les deux services. Donc soit il se connecte via via le ProSanté Connect quand il est porteur de carte, soit directement avec notre portail fournisseur d'identité régionale, ce qui lui permet d'accéder à l'ensemble des services avec une seule identité numérique. Donc là, un petit peu on va dire un exemple concret. Je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps pour continuer ou pas. Bah. Voilà, je voulais juste rajouter un petit peu comment on fonctionne avec l'ensemble des institutions. Donc nous, en tant que grade, donc on est le relais régional, donc on va déployer des services numériques régionaux, on va accompagner, on a une offre, en fait, notre mission principale, c'est vraiment l'accompagnement des professionnels et apporter notre expertise technique sur l'ensemble des sujets qui sont dans la doctrine technique. Donc pour les accompagner à mettre en place les services numériques, qu'ils soient nationaux, régionaux, identifier les besoins terrain. Donc on est constamment en fait en contact avec les acteurs sur le terrain, donc qui nous remontent en fait leurs besoins, qu'on évalue, qu'on essaie de formaliser, et on travaille avec les équipes de l'ANS, donc l'ensemble des équipes qui sont impactées, donc que ce soit sur les référentiels, le DMP, etc., pour justement leur remonter la réalité de terrain et essayer de trouver. Donc notre priorité, c'est vraiment remonter au national pour avoir un service numérique national, donc faire évoluer l'existant ou trouver dans ce qui existe en fait des solutions. Si ça n'existe pas, donc ça revient au grade, on essaie de mutualiser, donc tout en respectant en fait le cadre d'urbanisation, mutualiser les travaux des acteurs régionaux en région. Voilà, pour éviter d'avoir 10 000 solutions, donc essayer de travailler sur une rationalisation avec l'ensemble des acteurs, animer des clubs utilisateurs justement pour harmoniser les besoins, les solutions régionales. On travaille également avec l'ensemble des grades en région, en amont, quand on a les mêmes besoins, parce qu'on a souvent les mêmes besoins en région, qu'on soit en PACA, en Bretagne, etc. Donc on a souvent les mêmes besoins. Donc on travaille également en intergrade pour, voilà, notre objectif c'est vraiment identifier les solutions mutualisées un maximum entre les régions, les remonter au national. Donc on cible, donc on garde en cible en fait cette trajectoire-là nationale. Mais en attendant, voilà, on agit directement sur le terrain pour essayer de trouver une meilleure solution pour les professionnels, toujours dans l'objectif d'améliorer le parcours des patients, des usagers, et trouver la meilleure solution et ancrer les pratiques du numérique dans les territoires. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, je serai dans le stand toute la journée, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup, Choukria. Alors, pour nous, collaborer avec les grades, c'est super intéressant parce que, vous avez compris, ils sont à la fois utilisateurs de plein de nos services, de nos éléments de doctrine, etc. Donc, ils nous renvoient aussi des propositions d'amélioration. On est à leur écoute. Et puis, d'autre part, ils sont nos relais privilégiés vis-à-vis des acteurs du terrain, les établissements, les professionnels, entre autres sur ce sujet-là, mais sur beaucoup d'autres. Donc là, on s'approche de la fin. On vous présente un petit peu les actions d'accompagnement que l'ANS porte auprès de l'écosystème. Nous avons maintenant en fait une équipe qui accompagne vraiment les régions et les établissements de santé, bien sûr social, médico-social,
tant en fait les sujets avec tous les sujets d'identification électronique des acteurs. Donc il y aura des personnes qui sont vraiment dédiées pour accompagner les projets de RPPS, Finesse, donc voilà, PS+, Finesse+, on va dire. Et aussi sur les cartes CPX, ce qu'on avait parlé tout à l'heure, donc dans le déploiement de ces CPS, CPE. Donc sur la volet certificat logiciel, pareil. Donc cette année, on a renforcé l'accompagnement pour vraiment le besoin de sécure. Et puis, classiquement, on a le service de publication annuaire santé. Donc toujours, on assure l'accompagnement de nos clients et aussi la remontée des besoins pour faire évoluer nos produits. Et puis, on fait un accompagnement aussi pour l'accordement de ProSanté Connect et utilisation de ICBS auprès de des régions, des établissements et des professionnels de santé. Donc voilà. Le message principal, pardon, c'est que auparavant, il y avait des gens qui s'occupaient de l'accompagnement sur les services d'annuaire, d'autres qui s'occupaient de l'accompagnement sur les certificats, etc. Et là, on a regroupé, on a formé une équipe, parce que tous ces sujets sont évidemment hyper liés les uns aux autres. Donc, on propose une seule équipe, un seul point d'entrée qui embrasse la totalité de ces sujets. Hein. Le panorama est assez vaste. Alors, c'est plus mûr sur certains aspects que sur d'autres, hein, mais voilà, c'est ça le message essentiel. C'est que maintenant, il y a une équipe qui s'occupe de tout ce champ-là qui est donc assez vaste. Oui, avec une cohérence d'ensemble, on essaye en tout cas. Donc voilà, si vous avez des questions, des sollicitations, n'hésitez pas à nous contacter. Marc et moi, et aussi toutes nos équipes qui sont là aujourd'hui. Et donc voilà, on a mis notre adresse mail générique. Ouais. Alors, est-ce que vous avez des questions? Donc, on est à votre disposition. Bon, ça a l'air très clair. Il n'y a pas beaucoup de questions. Mais vous pouvez toujours nous contacter après la séance. Ah, il y a des questions à distance. Alors, la première question, pouvez-vous préciser l'exception INSI sur le certificat org? Alors, très bonne question. Tout à l'heure, on avait parlé de certificat du type organisation qui peut être multi-usage. Vraiment, c'est vrai. Par contre, il y a une exception qui est sur l'utilisation de ce certificat pour le téléservice INSI parce que c'est une obligation qui est exigée par la CNIL de nommer en fait le certificat qui devrait être utilisé pour interroger INSI avec une règle de nommage particulière. Alors du coup, voilà, à part ce certificat que vous devez utiliser pour INSI, qui devrait être nommé en INSI Auto ou INSI Manu, tous les autres certificats n'ont pas d'obligation de nommage particulière. Du coup, ils peuvent être donc implémentés pour sécuriser l'accès des différents services numériques. C'est vrai, il y avait des éditeurs qui nous demandent est-ce que du coup, si mon client, mon établissement a déjà implémenté un certificat INSI, je peux l'utiliser pour alimentation de TMP ou pour autre chose. Bon, pourquoi pas. Après, il faut juste retrouver ces petits. Donc voilà. Bien voir que le certificat, il identifie une personne morale, donc le fait de poser une règle de nommage pour l'accès à un service particulier, sachant qu'à terme, il y aura peut-être des dizaines de services auxquels un même certificat, c'est une pièce d'identité en fait, pourrait permettre d'accéder. Bon, outre que ça ne nous arrange pas trop, c'est bon, pas forcément hyper logique, mais c'est comme ça. Oui, bonjour. GCSI Santé Bretagne, Aurélie Leguerne. J'avais une petite question sur ProSanté Connect, parce que sur le terrain, concrètement, on a un petit peu de mal à trouver les bons éléments de langage pour le promouvoir auprès des professionnels.
et notamment sur le fait, la question c'est mais est-ce que ça nous permet d'accéder au DMP ? Et du coup, où ça en est, à quoi ça permet d'accéder concrètement aujourd'hui? C'est quoi l'élément de langage pour le vendre à un professionnel en structure hospitalière? Alors, il y a plusieurs questions dans la question, si je puis dire. Concernant le DMP, hein, il me semble que la priorité, en tout cas sur cette année, c'est plutôt d'ouvrir le DMP au médico-social. Hein. Donc ça c'est un projet où il y a pas mal de facettes. Il y a notamment l'adaptation, donc ça c'est du réglementaire, l'adaptation de la matrice, avec des nouvelles colonnes permettant de créer des droits d'accès sur certains documents aux acteurs du médico-social. Il y a des adaptations techniques côté CNAM, hein, côté Worldline qui gère le DMP, le SIDMP, pour qu'ils puissent, alors d'une part, intégrer le ProSanté Connect. Il y a eu un certain nombre de réserves liées aux fraudes dont vous avez peut-être entendu parler. Il y a eu quelques fraudes à l'identité liées à des fragilités, on peut dire, du ProSanté Connect qu'on est en train de corriger, bien sûr. Dans le cadre du Covid. Hein. Il y a des faux médecins qui ont pu donner des vrais certificats de vaccination l'année dernière. Voilà. Donc ça a un peu refroidi, on va dire, la CNAM, qui a posé des exigences légitimes, hein, pour qu'on durcisse un petit peu la sécurité. D'autre part, les évolutions aussi dans le SI, hein. C'est-à-dire qu'il faut implémenter la logique de la nouvelle matrice basée sur les données de l'annuaire, en l'occurrence RPPS+. Et puis, il va falloir enregistrer les gens et leur donner des ICPS. Donc voilà, ça fait beaucoup de pièces dans le puzzle pour... voilà. Et ensuite, vu d'un hôpital, ProSanté Connect, à ce stade, on pense qu'il est adapté pour des accès à distance. Donc ce n'est pas le cas de tous les hôpitaux. Tous les hôpitaux n'ont pas ouvert leur SI vers l'extérieur. En revanche, à l'intérieur de l'hôpital, si on veut connecter le ProSanté Connect avec le SSO, si on veut que les acteurs puissent avec leur mobile à l'intérieur de l'hôpital se connecter, il y a une complexité technique qu'il ne faut pas sous-estimer. Donc on a l'impression que ce n'est pas forcément là que ProSanté Connect va pouvoir se déployer pour les accès internes au SIH, hein, où il y a déjà toute une infrastructure, je parle bien de l'hôpital, hein, où il y a une infrastructure, des règles de sécurité, des couches logicielles dans tous les sens. Arriver à inclure ProSanté Connect là-dedans, lorsque je suis dans l'hôpital et que je veux accéder au dossier patient, c'est pas facile. Donc plutôt, en résumé, plutôt pour l'hôpital, pour tout ce qui est, je veux accéder en mobilité par exemple à un dossier patient. Je suis à l'extérieur, voilà. Ça, il me semble, c'est la première étape la plus raisonnable entre guillemets. Peut-être aussi pour les portails donc, qui sont ouverts vers l'extérieur, ça permet du coup les médecins de ville à se connecter donc via leur ICPS sur le portail des hôpitaux qui favorise l'échange entre donc ville et l'hôpital. Après, c'est vrai qu'interne à l'hôpital, déjà, il y a un problème de réseau. Certains endroits n'ont pas de... Oui, je peux peut-être dire quelques mots aussi là-dessus par rapport à nos retours terrain. Donc effectivement, dans les établissements, c'est un peu compliqué sur le SI interne. Après, ce qu'on remarque, c'est que la plupart des professionnels, ils ont des doubles activités. Donc ils ont des activités libérales, parfois ils sont dans la coordination, dans des CPTS, etc., des MSP. Ils ont une activité en hospitalier. Donc le fait d'avoir, de déployer vraiment le ProSanté Connect et d'avoir les cartes déjà, ça permet de simplifier l'accès à tous les outils. Donc pour un professionnel vraiment ça lui simplifie la vie. L'enjeu majeur en fait qu'on met en avant et que il est très entendu, on va dire, par les responsables de services qu'on rencontre dans les établissements ou dans d'autres structures, c'est l'enjeu de la sécurisation du partage des données. Donc ça, c'est un enjeu majeur et on ne peut pas passer à côté de ça. Donc la sécurisation de partage des données, que ce soit données de santé ou données à caractère personnel, donc ça touche l'ensemble des SI. Donc dans le médico-social, c'est un peu c'est un peu plus, je dirais un peu plus simple parce qu'ils sont en train de mettre en place. Il y a tout le programme de SMS numérique, donc soit des mises en conformité ou des mises en place de DUI. Donc c'est quelque chose qui est très très bien accueilli.
parce qu'ils voient rapidement les aspects d'auto-enrôlement, la facilitation de la gestion des habilitations, le fait de s'adosser à des référentiels nationaux, d'avoir des porteurs de cartes, mais surtout en mobilité, donc vraiment pour le médico-social, donc il y a beaucoup de ce qui est aide à domicile, tous les professionnels qui interviennent de l'extérieur, donc c'est un enjeu majeur aussi pour faciliter et sécuriser surtout l'accès à nos services numériques, qu'ils soient nationaux ou régionaux. Qu'on met en avant et qui a attendu. Après, ce qui bloque un petit peu, c'est par exemple les raccordements des différents logiciels, les DUI au ProSanté Connect. Donc il y en a qui sont en cours pour les plus gros éditeurs et d'autres, c'est pas encore le cas. Donc on essaye d'avancer malgré ça pour être prêt, donc pour anticiper en fait cette partie-là. Par exemple, en ce moment, on est toujours en cours. On a lancé une phase de pilote sur le RPPS+, avec quelques structures du médico-social, donc plusieurs types. Donc on a un petit EHPAD monosite, on a des OG qui sont multisites, plusieurs structures, et en fait on travaille avec eux justement sur tout le processus d'enregistrement dans le RPPS+, et avec des cas d'usage très précis. Donc le premier, c'est le déploiement de la MSC Santé, parce que c'est le cas le plus concret et le plus facile à mettre en œuvre. L'accès au DUI par ProSanté Connect, on trouvait que c'était super original, que c'était super pour sécuriser, mais les éditeurs ne sont pas encore prêts, ils ne sont pas complètement adossés, mais ça ne nous empêche pas d'avancer dans ce sens-là, au moins pour la partie, les préparer, se préparer en fait à s'enregistrer dans RPPS+, et pour que ce sera un avantage en plus quand le DU sera adossé de pouvoir utiliser ProSanté Connect. Oui, tout à fait. En fait, l'avantage de ProSanté Connect, c'est pas que ICPS. Le ProSanté Connect, il simplifie l'implémentation de cette partie authentification. Ça délègue en fait, ça permet le logiciel délègue la gestion de la couche hautante vraiment au ProSanté Connect. Il ne s'occupe plus de toute cette partie-là. Donc tout ce qui est réglementaire, technologique sur la partie de gestion de couche hautante, c'est ProSanté Connect qui le gère. Donc c'est un grand avantage pour les fournisseurs de services. Ils peuvent se concentrer sur leur métier. Donc en fait c'est ça le plus gros avantage de ProSanté Connect. Après, ProSanté Connect supporte CPS, CPX et ICPS. Donc on va dire que ICPS c'est vraiment c'est une alternative d'authentification. Donc on offre aujourd'hui deux possibilités, donc qui se complètent en fonction des situations des professionnels. Soit j'utilise ma carte quand je suis en inter-établissement, soit j'utilise une CPS quand je suis à l'extérieur. Donc voilà, ça permet de donner une souplesse. Donc je pense que c'est ça peut-être l'élément de langage qu'on pourrait porter. Bon, je crois que nous arrivons à la fin de notre tranche horaire. Merci à vous tous de votre attention et à ceux qui sont à distance également. Bonne journée. N'hésitez pas à venir sur le stand si vous avez d'autres questions, bien sûr. Merci beaucoup.